Bien, bonsoir, il est 19 heures. Je vais commencer, donc je déclare la séance ouverte. Je vais commencer par l'appel des conseillers. Donc Yves Ferré présent, Isabelle Lemarchand, Marc-Olivier Ferrand, Christelle Renaud, Yvan Lagadec, Guylaine Gapillan-Loret, Monsieur Silver Lecomte, Yolène Tétard, Jean-François Cantet, Françoise Sourdin, Florian Vinclair, Marie Ronac, Vincent Louveau, Christine Lebaille-Coulange, Didier Tézelet, Christelle Barbier, Maël Goudbarge, absent, excusé, a donné pouvoir à Marie-Christine Joliet. Marina Blondel, absente, excusée, a donné pouvoir à Christelle Barbier. Yves Gauthier, Anne-Thérèse Goujon, Christophe Moisset, absent, excusé, a donné pouvoir à Jean-François Cantet. Marie-Christine Joliet, Madame Sylvie Virol, Monsieur Jérôme Cornière, Madame Béatrice Valette, Monsieur Gilles Leroc, Madame Marion Loira, Monsieur Jean-Michel Philly et Madame Magali Bouteloup-Offray. Donc je propose un secrétaire de séance qui se porte candidate. Madame Marie-Christine Joliet. Donc nous passons en premier lieu à la validation du procès-verbal du 13 avril 2026. Y a-t-il des remarques ? Pas de remarques, donc le procès-verbal de séance du 13 avril 2026 est validé. Ensuite, donc, nous abordons le premier point, finance, fixation des modalités d'amortissement des immobilisations. Je laisse la parole à Madame Christelle Renaud. Merci. Donc, sur le point numéro 1, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article R 2321-1, vu l'instruction comptable M57, vu la délibération du Conseil municipal du 10 avril 2024 fixant le mode de gestion des amortissements des immobilisations, et vu l'avis de la Commission Finances en date du 21 avril 2025, la présente délibération vise à modifier les règles de gestion des amortissements des immobilisations prévues initialement par délibération numéro 2024/1004/039 du 10 avril 2024, car il appartient aux membres du conseil municipal de fixer les modalités d'amortissement des immobilisations. Pour information, c'est une délibération technique qui n'a aucun impact financier. Pour information, l'amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler. Les durées d'amortissement sont fixées librement pour chaque catégorie de biens, c'est ce qu'on verra par la suite, excepté pour les catégories suivantes, notamment les frais relatifs aux documents d'urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de 10 ans, des frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée maximale de 5 ans, et des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de 5 ans. Pour les autres catégories de dépenses, la durée d'amortissement correspond à la durée probable d'utilisation, et donc là, nous avons, on va dire, une certaine latitude pour fixer les durées d'amortissement. Donc, il est donc proposé aux membres du conseil municipal de retenir les durées d'amortissement suivantes à compter de l'exercice 2026. Alors,
je vous propose de ne pas citer, on va dire, chacun des comptes et les modalités d'amortissement, mais juste de retenir deux points, notamment pour les immobilisations incorporelles, donc qui ne sont pas des éléments tangibles. Dans la précédente, on va dire, délibération, il y avait 4 comptes pour lesquels on fixait une durée d'amortissement. Là, effectivement, ça a été élargi à 6 comptes. Pourquoi ? Pour avoir un peu plus de finesse dans la comptabilisation des amortissements et notamment les immobilisations afférentes. Donc là, elles sont listées ci-dessous. Là où vraiment il y a une finesse beaucoup plus importante qui a été apportée dans cette délibération par rapport à celle de 2024 concerne essentiellement les immobilisations corporelles, parce qu'avant, il n'y avait que 6 comptes pour lesquels on avait une durée d'amortissement qui était mise en place. Et là, on a désormais 21 comptes. Donc, on voit effectivement qu'il y a plus de, on va dire, d'analytique, entre guillemets, sur les comptes d'immobilisation. Et notamment, si on prend l'exemple des bâtiments, on dit, et c'est pas que seulement les bâtiments, mais il y a les bâtiments, les immeubles, les bâtiments publics, les installations générales, aménagements, construction. Voilà, donc il y a un peu plus de granularité dans ces comptes-là. Mais pour rappel, ces durées-là, on va dire, n'ont pas d'impact financier ni sur les comptes qu'on va voter tout à l'heure, ni sur les comptes à venir. Donc, il est donc proposé aux membres de conseil municipal d'adopter, on va dire, ces durées d'amortissement proposées ci-dessus pour le budget principal et le budget du CCAS. De concernant la règle d'aménagement du prorata temporis pour les biens de faible valeur, à savoir les biens d'une valeur inférieure à 1 000 € qui sont amortis sur une annuité unique au cours de l'exercice suivant leur acquisition, et d'autoriser le comptable public à procéder à d'éventuelles opérations d'ordre budgétaire afin de régulariser des amortissements antérieurs. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur cette première délibération ? Voilà, donc nous allons passer au vote. Qui ne prend pas part au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Deuxième délibération finance, adoption du règlement budgétaire et financier. Je repasse la parole à Madame Christelle Renaud. Merci. Concernant l'adoption du règlement budgétaire et financier, donc, au vu du Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 5217-10-8, vu l'instruction comptable M57, vu la délibération du conseil municipal numéro 2024/1004/030 du 10 avril 2024 portant adoption du précédent règlement budgétaire et financier, et vu l'avis de la commission finances en date du 29 avril 2026. Donc, pour information, cette présente délibération répond à l'obligation pour le conseil municipal d'adopter un nouvel règlement budgétaire et financier avant le premier vote budgétaire suivant son renouvellement. Donc, les principaux objectifs du règlement budgétaire et financier sont les suivants. D'une part, décrire les règles que se fixe la collectivité dans le respect de la réglementation, le vote du budget, l'exécution du budget, de rappeler les normes, principes et méthodes budgétaires, comptables et financiers, ainsi que l'organisation financière de la ville, et ainsi constituer un référentiel commun et une culture de gestion partagée par les élus et l'administration. Le règlement budgétaire et financier, donc annexé au présent rapport, présenté en commission finances le 29 avril 2026, pourra bien sûr évoluer et être complété en fonction des modifications législatives et réglementaires, ainsi que des nécessaires adaptations des règles de gestion et processus des services de la ville. Je ne sais pas si on partage, on va dire, ce règlement ou
pas sur, ou si vous en avez pris des connaissances. En tout cas, avant de répondre aux éventuelles questions, il est proposé aux membres du conseil municipal d'adopter le règlement budgétaire et financier de la ville de Melesse, annexé à la présente délibération. Donc voilà, juste effectivement, merci Madame Ricard. Ce qui est partagé là, c'est on va dire le sommaire de ce règlement budgétaire et financier qui, vous voyez, dans un premier chapitre, intègre tout le cadre budgétaire qui est fixé au niveau de la commune. Ensuite, l'organisation. Après, tout ce qui est gestion de la pluriannualité, donc avec un plan pluriannuel d'investissement qu'on va commencer à travailler et qu'on vous présentera, on va dire, en fin d'année. La gestion du patrimoine aussi, donc tout ce qui est inventaire, les durées d'amortissement qu'on vient d'évoquer. Et ensuite, tout ce qui est la partie forcément gestion financière, donc la gestion de la dette, la gestion de la trésorerie. Et les nouveaux chapitres qui ont été, on va dire, intégrés dans ce règlement-là, c'est un chapitre relatif à la commande publique et également sur le contrôle interne. Donc, tout ce qui est gestion des responsabilités entre, on va dire, et juste pour information, précédemment, on va dire, seul le comptable public était responsable des comptes. Désormais, il y a une co-responsabilité à la fois donc, des élus, monsieur le maire, moi-même et monsieur Carl de France, et le comptable public. Donc ça, c'est un changement, on va dire, qui au niveau de la nouvelle nomenclature M57. Et également, ce qui a été mis en place, c'est une cartographie des risques, parce que voilà, la commune, comme on va dire, peut également avoir des risques, alors qui sont de divers ordres, mais on va dire, on commence à cartographier ces risques, et ça, ce sera un sujet qui va évoluer dans le temps, notamment avec les risques cyber. Voilà. Si vous avez des questions sur ce point-là, sinon on va passer au vote. Donc, il est proposé aux membres du conseil municipal d'adopter le règlement budgétaire et financier de la ville de Melesse, annexé à la présente délibération. Qui ne prend pas part au vote, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Merci. Point 3, finances, budget principal, approbation du compte financier unique. Donc, en qualité de maire, je dois sortir de l'Assemblée et laisser la présidence à Madame Lemarchand. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 21-31, vu l'instruction comptable M57 applicable au 1er janvier 2025, vu l'avis de la commission finances en date du 29 avril 2026, sous ma présidence, Yves Ferret-Maire ayant quitté la salle, le conseil municipal examine le compte financier unique du budget principal de la ville 2025, qui s'établit ainsi. Pour la section de fonctionnement, les recettes s'élèvent à 8 585 438,31 €. Les dépenses, quant à elles, à 7 439 598,61 €, pour un résultat de fonctionnement de l'exercice de 1 145 839,70 €. En ce qui concerne la section d'investissement, les recettes s'élèvent à 2 788 494,36 €. Les dépenses à 2 594 191,10 €. Le résultat d'investissement de l'exercice est de 194 303,26 €. Et le résultat d'investissement 2024 reporté, 1 114 249,84 €. Pour un résultat cumulé d'investissement de l'exercice 2025 d'1 308 553,10 €. Le résultat de clôture de l'exercice s'élève à la somme de 2 454 392,80 €.
Il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver le compte financier unique 2025 du budget principal tel que présenté ci-dessus. Y a-t-il des questions? Non. Donc, je vais procéder au vote. Qui ne participe pas au vote? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, adopté à l'unanimité. Merci. Donc, point numéro 4, finance budget principal, affectation du résultat. Donc, vu le CGCT, vu l'instruction comptable M57 applicable au 1er janvier 2026, vu l'avis de la commission finance en date du 29 avril 2026. Ah oui, Christelle, c'était à toi de la présenter. Je te laisse la parole. Donc je prends la suite. Donc effectivement, en tant qu'adjointe au maire en charge des finances et de la commande publique, donc nous vous avons effectivement présenté le sommaire du compte financier unique du budget principal de la ville de l'exercice 2025, qui se solde donc par un excédent de fonctionnement de 1 145 839,70 €. Donc, il vous est donc proposé d'affecter ce résultat comme suit, donc de l'affecter dans la section d'investissement, donc pour la totalité, donc à hauteur de 1 145 839,70 €. Donc, il est proposé aux membres du conseil municipal de décider d'affecter l'intégralité du résultat de fonctionnement de l'exercice 2025 en session d'investissement, donc compte 1068. Juste pour information, on peut effectivement, comme c'est un excédent de fonctionnement, on pourrait l'affecter également au budget de fonctionnement. Mais voilà, pour assurer le financement de l'ensemble de nos investissements à venir, nous avons pris et nous vous proposons de l'affecter complètement, de l'affecter en totalité en investissement pour couvrir nos investissements de l'année 2026, voire des années suivantes. Donc on va procéder au vote. Oui, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Très bien. Merci. Merci. Donc, il est proposé aux membres du conseil municipal de décider d'affecter l'intégralité du résultat de fonctionnement de l'exercice 2025 en section d'investissement, compte 1068. Qui ne prend pas part au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Point 5, finance budget annexe des énergies renouvelables, approbation du compte financier unique. Et je laisse, comme tout à l'heure, je sors de la salle et je laisse la présidence à Isabelle Lemarchand. Sous ma présidence, Monsieur Yves Ferret-Maire ayant quitté la salle, j'invite le conseil municipal à examiner le compte financier unique du budget annexe des énergies renouvelables 2025, qui s'établit ainsi. En section d'exploitation, donc des recettes s'élevant à 4 329,51 €, des dépenses s'élevant à 77,33 €, le résultat de la section d'exploitation de l'exercice de 4 252,18 et le résultat de la section d'exploitation reportée de 9 656,07 €. Le résultat cumulé de la section d'exploitation de l'exercice 2025 s'élève donc à 13 908,25 €. Ça va être plus rapide pour la section d'investissement qui, elle, voit toutes ses lignes à zéro. Le résultat donc de clôture de l'exercice s'élève à la somme de 13 908,25 €. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver le compte financier unique 2025 du budget annexe des énergies renouvelables tel que présenté ci-dessus. Y a-t-il des questions?
tu veux... Merci Isabelle. Oui, je me permets juste de compléter, on va dire, la présentation d'Isabelle pour vous informer que donc, sur ces recettes d'exploitation, elles sont issues à 90% des panneaux photovoltaïques qui sont sur le centre technique municipal et que à la différence comment dire, du précédent point, nous n'allons pas, on va dire, voter l'affectation de ce budget relatif aux énergies renouvelables. Pourquoi ? Parce qu'à compter de 2026, il va être complètement fusionné dans le budget principal. Donc voilà, c'était juste ce point-là. Je vous propose de passer au vote. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Adopté à l'unanimité. Donc merci pour l'approbation de ces comptes et on va procéder là à la signature la signature, on va dire, de 2 feuillets pour cette approbation des comptes. Et pour rappel, les personnes qui ont des pouvoirs ne signent pas. Hein. Seules les personnes, on va dire, présentes signent, mais pas les personnes. Vous ne signez pas pour les personnes que vous représentez. Merci d'avance. Donc, point 6, exonération partielle des pénalités appliquées à l'entreprise Potin. Je repasse la parole à Christelle Renaud. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de la commande publique, vu l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux, modifié par l'arrêté du 3 mars 2014, vu le marché numéro 2019-04 de l'entreprise Le Agre, titulaire du lot numéro 1, VRD de l'opération de construction de la salle multifonction du Champ Courtin, vu l'agrément numéro 3 au marché susmentionné, actant le transfert du marché de la société Le Agre à la société Potin, notifié le 16 décembre 2024, vu le calendrier d'exécution notifié aux entreprises par ordre de service numéro 2, puis modifié ultérieurement, vu l'avis de la Commission Finances en date du 29 avril 2026, excusez-moi, et considérant le décompte des pénalités établies par le titulaire de la mission OPC, donc ordonnancement, pilotage, coordination, la demande de l'entreprise Potin d'exonération partielle des pénalités retenues par l'OPC. Donc, en tant qu'adjointe au maire en charge des finances et de la commande publique, je rappelle aux membres du conseil municipal que l'entreprise Potin Travaux Publics a sollicité la commune pour contester l'application des pénalités pour son marché dans le cadre de la construction de la salle multifonction du Champ Courtin. L'entreprise Gédifi, titulaire de la mission ordonnancement, pilotage, coordination, a tenu les décomptes des pénalités applicables aux entreprises au regard de l'exécution du chantier et des dispositions du CCAG applicables au marché des travaux. Donc la synthèse des pénalités applicables calculées par Gédifi pour le lot numéro 1 se présente ainsi. Donc le lot numéro 1, le montant du marché s'élevait à 233 086,82 €. Les pénalités de retard s'élevaient à 15 421,36 €, plus des pénalités pour absence aux réunions, donc à hauteur de 3 482,18 €, soit un montant total de pénalité de 18 903,54 €. Donc l'entreprise Potin Travaux Publics, donc titulaire du lot numéro 1, VRD, a sollicité
une exonération des pénalités au regard de la reprise du marché par avenant de transfert à la suite de la cession totale de la société Le Hagre à la société Potin TP, arrêtée par jugement du tribunal du commerce de Rennes du 18 septembre 2024. Les arguments développés par l'entreprise demandeuse tiennent au fait que l'achèvement des travaux a été prononcé le 26 avril 2023, alors que le titulaire du marché était la société Le Hagre. Donc, elle considère à ce titre, donc l'entreprise Potin, que les retards constatés sont imputables à la société Le Hagre. Et lors de la reprise de l'entreprise Le Hagre, toutes les informations financières sur l'état des marchés en cours n'ont pas été précisées et n'ont pas permis à la société Potin de mesurer les sanctions pouvant s'appliquer. Donc, l'entreprise Potin, donc Travaux Publics, s'engage. Alors, parce qu'effectivement, juste pour information, donc il y a des pénalités que la commune souhaitait recouvrer à hauteur de 18 903,54 €, mais en contrepartie, il y avait des sommes qui étaient bloquées sur un compte séquestre, notamment au titre des retenues de garantie, donc qui s'élèvent à 13 673,13 €. Donc ces sommes sont bloquées. En face, on demande de pénalité. Donc, on va dire, les représentants de la mairie et de la société Potin se sont rencontrés et ont décidé effectivement de procéder à une exonération partielle des pénalités, donc à hauteur de 5 230,41 €, afin que la commune puisse procéder au recouvrement, on va dire, de la somme de 13 573,13 € qui est bloquée sur les comptes actuellement. Donc, la commune ayant la possibilité de renoncer partiellement ou totalement aux pénalités de retard dues par le titulaire sous réserve de cet abandon de créance, sous réserve que cet abandon de créance ne puisse être assimilé à un avantage injustifié. Et les arguments soulevés par Potin TP étant recevables au vu de l'imputabilité des pénalités, il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'exonérer partiellement l'entreprise Potin TP des pénalités pour un montant de 5 230,41 €, ramenant ainsi le montant total des pénalités dues par l'entreprise à 13 673,13 €, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à l'application de cette présente délibération. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, oui, madame. Question et voilà, on en a parlé en commission. Vous m'entendez ? Oui. Et on en a parlé en commission, donc il n'y a pas de mystère là-dessus. Mais je voudrais juste dire quand même que lorsque l'entreprise Potin précise qu'elle n'a été insuffisamment informée, je me suis rapprochée du maire de l'époque qui m'affirme qu'effectivement elle était au courant et elle, bon, mais je pense qu'il y avait un contentieux important, que ce contentieux mérite d'être réglé. Donc effectivement, il faut trouver une solution pour sortir chacun de la situation. Mais je voulais quand même préciser que ce dossier avait été complexe à gérer et qu'en effet, l'entreprise fait valoir des arguments qui sont les siens, mais qu'ils ne sont peut-être pas à prendre au pied de la lettre. Voilà, je voulais juste préciser cela, sachant qu'en effet, il faut sortir néanmoins de ce conflit. Oui. Ben, merci Madame Virol pour ces précisions, mais effectivement, on est aligné sur le fait que voilà, on voulait aussi nous recouvrer une partie de ces sommes, et notamment les sommes aujourd'hui qui sont bloquées sur un compte séquestre. Voilà, nous allons passer au vote. Qui ne prend pas part au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Ah, pardon. Madame Valette. Abstention? Une abstention, Madame Valette. Pardon, j'ai été trop vite. Point numéro 7, administration générale, commission communale des impôts directs, fixation de la liste des noms en vue de la nomination des membres. Vu l'article 650 du CGI,
Je rappelle aux membres du conseil municipal que l'article 1650 du CGI institue dans chaque commune une commission communale des impôts directs, présidée par le maire ou par l'adjoint délégué. Dans les communes de plus de 2000 habitants, la commission est composée de 8 commissaires titulaires et de 8 commissaires suppléants. La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du mandat du conseil municipal. Conformément au troisième alinéa du 1 de l'article 1650 du CGI, les commissaires doivent remplir les conditions suivantes: être âgés de 18 ans au moins, être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, jouir de leurs droits civils, être inscrit au rôle des impositions directes locales dans la commune, taxes foncières, taxes d'habitation sur les résidences secondaires ou cotisations foncières des entreprises, être familiarisé avec les circonstances locales, posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. Par ailleurs, l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2011 modifie les règles de fonctionnement de la commission communale des impôts directs en prévoyant la présence éventuelle et sans voix délibérative d'agents de la commune dans les limites d'un agent pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants. La nomination des commissaires par le directeur des services fiscaux a lieu dans les 2 mois qui suivent le renouvellement des conseillers municipaux sur une liste de contribuables en nombre double dressée par le conseil municipal. Donc je crois que vous avez reçu la liste des membres choisis, proposés. Donc je vais les énumérer. Monsieur René Marem, Madame Monique Agnier, Madame Monique Le Gouen, Madame Marie-Paul Brouésière, Monsieur Marcel Joret, Monsieur Jean-Claude Chevrolier, Madame Véronique Meignier, Monsieur Bernard Tétard, Monsieur Corentin Lemarchand, Madame Christelle Barbier, Madame Christelle Renaud, Monsieur Marc-Olivier Ferrand, Madame Guylaine Gapillon-Loret, Monsieur Marcel Piguel, Monsieur Loïc Aubray, Madame Marie-Pierre Delacroix, Monsieur Benjamin Laurent, Madame Sylvie Virol, Madame Sophie Ligaud, Monsieur Olivier Renaud, Monsieur Michael Lemétayer, Monsieur Jean-Yves Veillon, Monsieur Didier Tezelet, Monsieur Yves Gauthier, Monsieur Vincent Louveau, Madame Marie-Christine Joliet, Madame Ludivine Méard, Madame Marina Blondel, Madame Catherine Carreau, Monsieur Christophe Moissé-Lanoé, Madame Christine Lebaille-Coulange et Madame Isabelle Lemarchand. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques? Donc, il est proposé aux membres du conseil municipal de dresser une liste de 32 noms dans les conditions fixées à l'article 1650 du Code général des impôts. Qui ne prend pas part au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Point numéro 8, éducation, tarif des camps d'été 2026. Je passe la parole à Madame Lemarchand. Vu l'avis de la Commission Affaires scolaires, enfance et jeunesse en date du 6 mai 2026, en tant qu'adjointe au maire en charge des affaires scolaires, enfance et jeunesse, j'informe les membres du conseil municipal que les camps d'été, organisés par le pôle éducation, enfance, jeunesse, s'adressent aux jeunes de 5 à 15 ans. Ces camps d'été constituent un temps fort de l'action éducative estivale. Ils permettent aux enfants et adolescents de vivre des expériences collectives, sportives et de découvertes adaptées à leurs âges. Leur tarif, le tarif de ces camps d'été s'appuie sur 2 principes. L'application des quotients familiaux de la caisse d'allocation familiale, la mise en place d'un tarif proportionnel pour les familles meulésiennes et un tarif par tranche pour les familles extérieures. Pour les familles meulésiennes, le tarif d'un camp est défini par le quotient du taux d'effort qui prend en considération 3 critères: la distance où se situe le camp, les activités proposées ainsi que la durée des différents camps. Et du quotient familial,
Si le quotient familial est supérieur à 1800, dans ces cas-là, c'est le tarif plafond qui s'applique. Et si le quotient familial est inférieur à 250, c'est le tarif plancher qui s'applique. Donc, les tarifs des familles meulésiennes seraient fixés ainsi. Donc, le camp ado qui est prévu du 6 au 10 juillet et qui est prévu donc à Belle-Île-en-Mer pour une durée donc de 4 nuits s'élèverait en ce qui concerne le tarif meulésien plafond à 282,64 € et pour le tarif meulésien plancher à 39,26 €. Et il y a donc 16 places. En ce qui concerne les camps réservés aux enfants de 6 à 12 ans, un premier camp qui se déroulera du 6 juillet au 10 juillet donc à Quiberon et d'une durée de 4 nuits et qui offre 24 places avec un tarif meulésien plafond de 186,89 € et un tarif plancher à 25,96 €. Le deuxième camp réservé aux enfants de 6 à 12 ans est prévu du 15 au 17 juillet et se déroulera à Combourg et lui est de 2 nuits. Ce qui explique évidemment un tarif moins élevé. Donc le plafond étant à 93,13 € et le plancher à 12,93 €. Ensuite, on a les camps réservés et proposés aux enfants de 8 à 12 ans. Donc celui qui se déroule du 17 au 21 août est prévu à Martigny-Ferchaud et pour 4 nuits avec un tarif plafond de 169,39 € et un tarif plancher à 23,53 €. Celui du 24 au 28 août se déroulera également à Martigny-Ferchaud, toujours pour une durée de 4 nuits, et bien évidemment pour les mêmes tarifs, aussi bien plafond que plancher. Pour les petits, les enfants donc de 5 à 7 ans, un premier camp qui se déroulera du 21 au 22 juillet à Saint-Ouen-des-Alleux et qui ne dure qu'une nuit en raison de l'âge des enfants. Et là, on a souhaité donc pouvoir maintenir des tarifs inférieurs à 70 € puisque le tarif plafond est à 68,76 € et à 9,55 € pour le tarif plancher. Et un autre camp, toujours pour la même catégorie d'enfants, donc du 27 au 28 août, toujours pour une nuit, qui se passera à Saint-Germain-en-Cogle, et exactement pour les mêmes tarifs. Alors, en ce qui concerne les familles extérieures à Meulès, afin de respecter la tarification extérieure en 3 tranches pour l'accueil de loisirs mis en place au 1er avril 2025, il est proposé de fixer les tarifs sur 3 tranches, en fonction donc du quotient familial de la famille. Donc les tarifs des familles extérieures seraient fixés ainsi. Pour le camp ado, pour le quotient familial inférieur à 1000, un camp qui s'élèverait à 201,14 €. Ensuite, à 268,19 € et pour le quotient familial supérieur à 1801 à 335,24 €. Donc on demande un effort plus important aux familles extérieures à Meulès. Voilà. Ensuite, pour les enfants donc, de 6 à 12 ans, on est sur des tarifs, vous pouvez le voir sur les tableaux, de 143, 191 et 239 €. Pour les camps plus courts, on est sur des sommes de 74 €, 99 € et 124 €. Et je passe assez rapidement sur ce tableau puisqu'il concerne en fait très très peu d'enfants, parfois le cousin d'un meulésien qui souhaite accompagner son cousin et ça va rarement au-delà d'une ou deux places. Donc je vous fais grâce de la lecture du reste de tableau si vous me le permettez. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de valider les tarifs des camps d'été 2026 organisés par le pôle éducation enfance-jeunesse et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier.
Pardon, y a-t-il des questions? Excusez-moi. Merci. Comment? Oui, pour les signatures, on a fait repasser les feuilles parce que il y a 4 signatures finalement. Deux sur chaque. Donc on a remis celle du dessous, on les a remises dessus. Voilà. On a inversé les feuilles, donc celle du dessous était dessus. Donc nous allons passer au vote. Qui ne prend pas part au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Donc délibération numéro 9, vie associative, mise à disposition des salles municipales et du matériel, définition des critères de gratuité. Je laisse la parole à Madame Capillan-Loret. Vu la délibération 2014-2006-58 portant sur la mise à disposition des salles municipales et du matériel définissant les critères de gratuité révisée par la délibération 2024-1812-144. Vu la délibération numéro 2025-1217-152 portant sur la mise à disposition des salles et du matériel aux associations. Vu l'avis de la commission vie associative et patrimoine en date du 4 mai 2026. En tant qu'adjointe en charge de la vie associative et du patrimoine, je présente le rapport suivant. Il est proposé de préciser les modalités de location ou de mise à disposition des salles municipales et du matériel communal comme suite, avec une application à partir du 1er septembre 2026. Les critères de gratuité d'utilisation des salles municipales. La gratuité d'utilisation des salles municipales s'appliquera aux associations déclarées loi 1901, dont le siège social est situé à Melesse et dont l'objet concourt à la vie citoyenne melésienne. Pour leur activité régulière, hebdomadaire, bimensuelle ou mensuelle, telle que définie chaque année en lien avec la ville de Melesse. Pour les réunions régissant la vie de l'association, assemblée générale, bureau, réunion. Pour les événements ponctuels tels que définis en lien avec la ville de Melesse. Pour l'organisation des fêtes des écoles melésiennes. Aux associations loi 1901 intercommunales ou départementales dont le siège social se situe en dehors de Melesse, si ces dernières interviennent en direction des Melésiens. Aux organismes, administrations publiques, collectivités, services sociaux et services de santé qui œuvrent pour la population melésienne. Aux acteurs et aux partenaires de projets dont le siège social se situe en dehors de Melesse et dont l'action concourt à la vie citoyenne melésienne, sous condition de l'avis favorable de la commission vie associative et patrimoine ou à défaut de l'élu référent. Pour les rassemblements familiaux après obsèques dont l'inhumation a eu lieu au cimetière de Melesse ou si le défunt ou ses ayants droit sont domiciliés à Melesse sous réserve de disponibilité des salles municipales. Les conditions de mise à disposition des salles municipales. La gratuité des salles municipales bénéficiera aux personnes morales visées au point 1.1 de la présente délibération sous réserve de ces dernières est transmise. La déclaration de leur statut. La liste actualisée des membres de leur bureau. Une attestation d'assurance en vigueur garantissant les risques liés à leur occupation de la salle et au matériel mis à leur disposition. Ces mêmes dispositions seront appliquées pour les événements ponctuels organisés par les fédérations auxquelles les associations melésiennes sont affiliées. Et donc, à l'exception des réunions régissant la ville de la fédération, les AG, les conseils d'administration et les bureaux. Usage du matériel communal.
La gratuité s'applique au matériel énoncé dans l'inventaire rattaché à la salle mise à disposition ou louée. Si les utilisateurs souhaitent un complément de matériel, celui-ci est mis à disposition gracieusement sous réserve de disponibilité. Le demandeur prendra contact avec les services municipaux pour retirer et rapporter ce matériel. Les services municipaux n'effectuent pas de livraison du dit matériel. Des pénalités peuvent s'appliquer en cas de matériel mis à disposition des utilisateurs et dégradé ou non restitué. Si les utilisateurs souhaitent une modulation des espaces prévus par la ville de Melesse, le tarif en vigueur s'appliquera. Il est proposé aux membres du conseil municipal de valider les critères de mise à disposition des salles municipales et du matériel municipal ci-dessus. D'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document y afférent. Est-ce qu'il y a des questions, pardon? Oui, je vous écoute. Oui, c'est juste une question que j'avais portée déjà la semaine dernière, juste pour avoir une réponse, mais c'est plutôt une confirmation. C'est vrai qu'à la lecture, ça peut être assez rapide la réponse. C'est juste pour savoir si on applique la gratuité aussi dans le cas où une association accueille un événement en lien avec un organisme fédéral, qu'il soit départemental, régional ou national. Donc il y a l'exemple effectivement d'une assemblée générale qui pourrait être portée par une fédération et qui souhaiterait le faire à Melesse et dont une association de Melesse serait membre. Et aussi des cas où ça peut être des événements ponctuels de portée régionale ou nationale qui sont co-organisés par l'association locale ainsi que les organismes fédéraux avec la mairie. Donc c'est juste pour avoir une confirmation que c'est bien dans le champ d'application de ce que vous avez présenté. Oui, c'est bien. Mais sauf certaines exceptions quand ça régit l'avis de la fédération. C'est ce que j'ai précisé. Donc, ces mêmes dispositions seront appliquées pour les événements ponctuels organisés par les fédérations auxquelles les associations melessiennes sont affiliées, à l'exception des réunions régissant la vie de la fédération, leurs AG, les conseils d'administration et les différents bureaux. C'est pas marqué sur la délibération. Non, alors ça a été rajouté, ça n'a pas été précisé, mais ça a été rajouté. Parce qu'on voulait, par un exemple, si la Fédération française de tennis voulait faire son assemblée générale à Melesse, voilà, ça me paraît très normal qu'elle paye la réservation de la salle. Non, je vous dis, ça a été rajouté. Ah. Mais on a oublié de préciser que ça avait été rajouté. Mais ça a été rajouté. Hein, c'est pour éviter ce genre de... Parce qu'autrement, si toutes les fédérations savent qu'à Melesse, on met la salle gratuitement pour une assemblée régionale ou nationale, ça ne serait pas très logique. Donc notre question a amené cette précision. C'est ce que vous nous dites. Votre question a amené cette précision. Vous pourrez reposer la question lors des questions écrites si vous le souhaitez. Autrement, ce n'est pas utile. Je pense que vous avez la précision. Non, la question, c'est pour ça. Tout à fait. Du coup, tout à fait. Okay. Merci. Tout à fait. Non, mais c'est pour que ça enregistre. C'est vrai, excusez-moi. J'oublie toujours d'enregistrer. Ce qui veut dire que la délibération va être formulée telle que vous nous la présentez et pas telle que nous l'avons sous les yeux. Tout à fait. Okay. Madame Valette. Une demande de précision par qu'est-ce que vous entendez sur si ces dernières interviennent en direction des Melessiens? Parce que un spectacle, ça peut être à chaque fois. Ça peut être éventuellement un spectacle, oui. Et genre, les associations départementales, qu'est-ce que ça peut être? Parce que départemental, ça peut faire venir du monde. Et après, en matière d'entretien des salles, de disponibilité de salles, il y aura peut-être un petit peu plus de concurrence entre les associations de Melesse et les associations départementales ou intercommunales. Donc, comment vous allez gérer ça? De toute façon, les associations melessiennes sont prioritaires. Hein. Donc, non, mais de fait de la journée pour la réservation des salles,
il y a une priorité de fait aux associations mélésiennes. Donc, comment ? Oui, mais c'est ce que je venais de dire. Voilà, donc il est proposé aux membres du conseil municipal de valider les critères de mise à disposition des salles municipales et du matériel municipal ci-dessus, de m'autoriser à signer tout document y afférent. Qui ne prend pas part au vote, qui est contre, qui s'abstient. 4 abstentions, Madame Valette, Monsieur Cornière, Madame Virol et Monsieur Leroc. Donc, la délibération est adoptée. Délibération numéro 10, vie associative, perte de matériel municipal, facturation à une association. Je repasse la parole à Madame Gapillan-Loret. Donc, vu la délibération 2025-1917-152 du 17 décembre 2025 portant sur la mise à disposition des salles et du matériel aux associations, en tant qu'adjointe au maire en charge de la vie associative et du patrimoine, présente aux membres du conseil municipal le rapport suivant. L'association Jogging Athlétisme Melesse a organisé le 7 mars 2026 son événement annuel relais de nuit, course nocturne prenant notamment place dans le centre-bourg. À cette occasion et pour le bon déroulement de la manifestation, la ville de Melesse a mis à disposition de l'association du matériel municipal, notamment des barrières, panneaux de circulation et balises lumineuses. Postérieurement à la manifestation, il a été constaté la perte de 2 panneaux de circulation et d'une balise lumineuse par l'association. Il est proposé de facturer l'association du montant du matériel municipal perdu afin que la collectivité remplace les éléments. Sur la base de devis établis, les montants sont de 61,20 € TTC pour la balise lumineuse et de 202,52 € TTC pour les panneaux. Il est à noter que l'association approuve le principe. Il est proposé aux membres du conseil municipal de valider les modalités de facturation de l'association Jogging Athlétisme Melesse pour la perte de matériel municipal, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document y afférent. Y a-t-il des questions ? Oui, je vous écoute. « 52, c'est pour les 2 panneaux ?» Oui. Hein, c'est ça. Y a-t-il des abstentions ? Non, c'est à toi. Voilà, nous allons passer au vote. Donc, il est proposé aux membres du conseil municipal de valider les modalités de facturation à l'association Jogging Athlétisme Melesse pour la perte de matériel municipal et de m'autoriser ou mon représentant à signer tout document y afférent. Qui ne prend pas part au vote ? Monsieur Philly et Monsieur Louveau. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Bon, je vais prendre la suite parce que Mme Gapillan-Loret voit. Donc je vous informe que la Fondation du patrimoine apporte à la ville de Melesse un accompagnement technique et financier dans la restauration des bâtiments, lieux et mobiliers ayant un intérêt patrimonial et sollicite l'adhésion de la commune pour l'année 2026. Le montant de la cotisation s'élève à la somme de 500 €. Celle-ci est calculée en fonction du nombre d'habitants.
Donc, je propose au conseil municipal de décider d'adhérer à la Fondation du patrimoine pour une cotisation s'élevant à la somme de 500 € pour l'année 2026 et de m'autoriser ou mon représentant à signer tout document relatif à ce dossier. Y a-t-il des questions? Qui ne prend pas part au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vais continuer également. Point numéro 12, culture en charge de la restauration des intervenants dans le cadre de la fête de la musique. Vu l'avis de la commission, vie associative en date du 4 mai 2026. Je présente aux membres du conseil municipal les éléments suivants. La ville de Melesse organise tous les ans la fête de la musique au mois de juin. Donc cette année, c'est le 19 juin. De nombreux participants interviennent, pour certains gracieusement, dans le cadre de la programmation musicale. La ville souhaite prendre en charge le coût de la restauration de ces intervenants en mettant en place un système de tickets à valoir sur les stands associatifs présents ce jour-là. À l'issue de la manifestation, chaque association refacture à la mairie le montant correspondant au nombre de tickets utilisés sur son stand, en joignant les tickets comme justificatifs. La valeur du ticket est définie à 1 €. 3 tickets seraient remis à chaque intervenant. Donc, il est proposé aux membres du conseil municipal de valider la prise en charge par la commune de la restauration des intervenants par ce système de tickets, de valider la valeur du ticket à 1 €, de valider le choix de remettre 3 tickets à chaque intervenant. Y a-t-il des questions? Monsieur Philly. Lorsque nous avons eu le document et qu'on concernait un intervenant, à peu près, on ne vous demande pas un chiffre exact, mais entre les chorales et tous ceux qui interviennent, une centaine, je crois. Combien? 150 à peu près. 150, d'accord, merci. Pas d'autres questions? On procède au vote. Qui ne participe pas au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Point 13, ressources humaines, mise en place d'un comité social territorial local. Vu le CGCT, vu le Code général de la fonction publique et notamment les articles L251-5 et L251-6. Je rappelle aux membres du conseil municipal que les CST sont chargés de l'examen des questions collectives de travail ainsi que des conditions de travail. Donc, c'est obligatoire pour les collectivités d'au moins 50 agents. Et en deçà de ce seuil, les collectivités territoriales et établissements publics relèvent du ressort du comité social territorial placé auprès du centre de gestion. Donc au 1er janvier 2026, les effectifs de fonctionnaires titulaires, fonctionnaires stagiaires, agents contractuels de droit public et agents contractuels de droit privé comptabilisés dans le respect des conditions prévues aux différents articles du Code général de la fonction publique. Il est de 93 agents pour Melesse. Il convient ainsi obligatoirement de mettre en place un comité social territorial. Par ailleurs, selon l'effectif des agents relevant du CST, le nombre de représentants titulaires du personnel est fixé dans les limites suivantes. Lorsque l'effectif est supérieur ou égal à 50 et inférieur à 200, 3 à 5 représentants. Voilà, c'est ce qui nous concerne. Après, ça ne nous concerne pas. Ce nombre qui doit être prévu par délibération est fixé pour la durée du mandat du comité au moment de la création du comité, actualisé avant chaque élection. Enfin, il convient également de se prononcer sur le maintien ou non du paritarisme, le recueil ou absence de recueil de l'avis du collège des représentants des collectivités territoriales et établissements publics, c'est-à-dire que l'avis du comité social territorial sera rendu le cas échéant après avoir recueilli l'avis d'une part du collège des représentants des collectivités territoriales et établissements publics et d'autre part l'avis du collège des représentants du personnel.
Chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents ayant voix délibérative. Considérant que la consultation des organisations syndicales a eu lieu le 28 avril 2026, soit au moins 6 mois avant la date du scrutin qui aura lieu le 10 décembre 2026. Alors, il est proposé aux membres du conseil municipal de créer un comité social territorial dans les conditions énoncées par le Code général de la fonction publique, de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel et en nombre égal le nombre de représentants suppléants à 4, de maintenir le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité ou de l'établissement égal à celui des représentants du personnel titulaire et suppléant. Ce nombre est ainsi fixé à 4 pour les représentants titulaires de la collectivité ou de l'établissement et nombre égal de suppléants. De recueillir l'avis du collège des représentants des collectivités territoriales, de transmettre la présente délibération au président du centre de gestion d'Ille-et-Vilaine. Y a-t-il des questions ? Procède au vote. Qui ne prend pas part au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Ressources humaines, point 14, orientation en matière de formation. Donc, je ne vais peut-être pas relire tout vu le CGCT. Considérant qu'il appartient au conseil municipal de délibérer sur l'exercice du droit à la formation de ses membres dans les 3 mois suivant son renouvellement. Considérant qu'une formation doit obligatoirement être organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu l'obligation, je propose aux membres du conseil municipal le règlement suivant. Donc, demande et instruction des demandes de formation. Donc, tous les conseillers municipaux ont le droit de bénéficier d'une formation adaptée à leurs fonctions. Le conseiller qui souhaite bénéficier d'une formation doit déposer sa demande au maire avant le 31 janvier de chaque année. Par contre, si vous souhaitez une formation cette année, c'est toujours possible. Cette demande doit être écrite et déposée ou adressée par mail au secrétariat des élus. L'organisme qui dispense la formation doit obligatoirement avoir fait l'objet d'un agrément délivré par le ministère de l'Intérieur. Pourront être acceptés en cours d'année selon les crédits disponibles. Orientation en matière de formation. Pour la durée du mandat, les orientations prioritaires retenues sont les suivantes. Les formations en lien avec les délégations ou l'appartenance aux différentes commissions. Les formations favorisant l'efficacité personnelle. Les formations liées à la gestion des politiques locales. Vote des crédits. Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne pourra excéder le plafond prévu par la réglementation en vigueur, à savoir 20% du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux membres du conseil municipal. Le plafond minimum est de 2% du même montant. Prise en charge des frais. La commune est chargée de mandater l'organisme de formation pour régler les frais d'inscription et d'enseignement. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour s'effectuera selon les modalités fixées par la délibération relative à la prise en charge des frais liés à des déplacements temporaires. Priorité des conseillers dans l'accès à la formation. Lors de la première année de mandat, une formation est obligatoirement organisée pour les élus ayant reçu une délégation. Si toutes les demandes de formation ne peuvent pas être satisfaites au cours d'un exercice, priorité est donnée dans l'ordre suivant. Élu ayant délégation demandant une formation sur sa matière déléguée, élu qui a exprimé son besoin en formation avant la date fixée à l'article 1er, élu qui s'est vu refuser l'accès à une formation pour insuffisance de crédit lors de l'exercice précédent. Nouvel élu ou élu n'ayant pas déjà eu des formations au cours du mandat et qui connaîtrait un déficit de stage par rapport aux autres demandeurs.
Débat annuel. Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune doit être annexé au compte financier unique. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. Donc, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver le règlement sur l'exercice des droits à la formation des élus, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document s'y rapportant. Y a-t-il des questions ? Donc, nous procédons au vote. Qui ne prend pas part au vote ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Dernier point de ce conseil, ressources humaines, adhésion à la RIC. Vu le CGCT, vu les différentes ordonnances délibération, considérant qu'afin de s'entourer d'un organisme compétent pour former les élus, il est proposé d'adhérer à la RIC qui dispense des formations sur catalogue ou sur demande. Je vous informe que les élus adhérents bénéficient de publications valorisant les initiatives locales. Chaque élu d'une collectivité adhérente reçoit le magazine La Lettre de la RIC 5 fois par an en mairie. De formation spécialisée à un tarif préférentiel, soit sur mesure, sur les thèmes que les élus auront choisis dans le catalogue des formations, soit sous forme de journée ou demi-journée de formation individuelle complémentaire sur calendrier. Et les élus adhérents bénéficient également d'une nouvelle offre d'accompagnement qui permet de combiner des temps de formation et d'échange avec d'autres élus locaux. Le coût d'adhésion est de 1 305 € par an, auquel s'ajoute un coût préférentiel lors de chaque inscription en formation. Donc 1 305 €, c'est pour la commune, hein, je précise. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'adhérer à l'association régionale d'information et des collectivités territoriales, la RIC, de verser la somme de 1 305 € à la RIC correspondant au coût annuel d'adhésion pour 2026 et de m'autoriser ou mon représentant à signer tout document se rapportant au dossier. Y a-t-il des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Je vous remercie. Donc, vous pourrez voir différentes décisions liées au marché public qui suivent, des décisions de non-préemption. Et voilà. Oui. Alors, avant de passer aux questions orales, je voulais juste... Voilà, vous avez eu l'information, mais il y a un conseil municipal le 5 juin prochain concernant les élections sénatoriales du mois de septembre. Et donc, on doit élire les grands électeurs, nommer les grands électeurs. On verra si on rajoute 1 ou 2 délibérations en plus. Mais on vous en fera part, vous recevrez ça dans l'ordre du jour. Alors, on peut passer aux questions orales. Oui, Madame Bouteloup-Fray. Attendez. Oui. Monsieur le maire, une question concernant les diverses. Donc, nous aimerions vous concernant les liés au projet de construction d'une cuisine centrale qui s'élève à 146 070 €. Sauf erreur de notre part, ce projet n'a pas fait l'objet d'une présentation au conseil municipal. Donc pourriez-vous, s'il vous plaît, nous exposer les grandes lignes de ce projet, notamment les besoins qui ont été identifiés pour la commune, en particulier la capacité cible de la future cantine, j'entends en nombre de repas, le nombre de sites et d'écoles qui sont concernés par cette cantine, le choix du site d'implantation, l'estimation des coûts et les différentes modalités de financement que vous avez envisagées. Voilà. Et également, si disponible, est-ce qu'il serait possible de nous communiquer l'étude de faisabilité de cette cantine ?
Alors, c'est une question orale. Orale. Oui. On n'a pas reçu par écrit. Là, on n'a pas forcément tous les éléments sous le coude à vous apporter de manière précise. Donc, je vous propose de le faire pour le prochain conseil municipal. Donc, peut-être pas le 5 juin, mais celui de fin juin. Ok, très bien. Comme vous Merci. souhaitez. Si vous permettez, monsieur le maire, Oui, monsieur Philly. mesdames et messieurs Escalité, on avait nous posé 2 questions écrites également Oui. en amont du conseil municipal et nous souhaiterions appeler votre attention sur 2 sujets qui touchent directement au quotidien des Meulésiens et des Meulésiennes, à savoir l'accès aux soins et l'éclairage public. D'une part, en fait, il y a un premier élément qui concerne la démographie médicale locale qui suscite un certain nombre d'interrogations à l'heure où les Meulésiens ont du mal à trouver un médecin traitant. Et dans une première question, nous vous interrogions sur notamment ces tensions relatives à l'accès aux soins dans notre commune, alors que finalement il y a un médecin sur 6 qui part prochainement en retraite. Et la question que nous vous posions, c'était quelle démarche concrète la municipalité entend-elle engager à court terme justement pour préserver l'offre de soins et favoriser l'installation de nouveaux praticiens. Et puis d'autre part, on avait également une deuxième question. Alors, on va peut-être faire la première. Maire, ça va être plus lisible. Si vous le désirez. Merci. Donc, comme vous le soulignez, Meulès bénéficie aujourd'hui d'une offre médicale et paramédicale assez solide, malgré le départ d'un médecin. Donc il y avait 6 médecins, effectivement, il en restera plus que 5 prochainement, ainsi qu'un tissu de professionnels de santé, infirmiers, kinésithérapeutes, cappeutes, pharmacie, etc., qui répond aux besoins de notre population. On a ressorti quelques chiffres. Selon les données de l'Ordre des médecins, 4400 médecins sont installés en Ille-et-Vilaine en 2026. 42% sont des médecins généralistes et l'âge moyen est de 46 ans en 2026 contre 48 ans en 2010. La commune de Meulès fait partie des 17% des communes les mieux dotées en médecins généralistes sur l'accès aux soins de premier secours selon l'analyse réalisée en 2023. Ensuite, à court terme, la municipalité s'engage à maintenir un dialogue actif avec les professionnels de santé locaux. J'ai déjà eu l'occasion de discuter avec quelques médecins et pharmaciens pour anticiper les évolutions et identifier d'éventuels besoins complémentaires, valoriser les atouts de Meulès auprès des jeunes praticiens, qualité de vie, dynamisme économique, infrastructures adaptées. Donc valoriser ces atouts auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins. Et nous restons bientôt, bien sûr, attentifs à l'équilibre de l'offre de soins et nous travaillons en étroite collaboration donc avec l'Agence régionale de santé, l'ARS, et les acteurs locaux pour accompagner l'installation de nouveaux praticiens si nécessaire. On comprend bien que c'est une demande importante de la part de la population et il n'est pas toujours évident pour un médecin de s'installer tout seul et il préfère s'installer avec d'autres mutualisés avec d'autres confrères pour mutualiser les coûts. On a bien conscience. Il y a effectivement la difficulté est peut-être là actuellement, mais on reste à votre disposition si vous avez également des propositions. Disons qu'il y a également nécessité dans la mesure où finalement, comme on sait que nous tous dans la salle qu'il y a quand même une croissance attendue de la population meulésienne, il n'est pas rare. Nous avons été interpellés en fait au sein d'Ensemble pour Meulès par des personnes justement qui vivent cette situation au quotidien. Voilà. Alors juste pour remettre un petit peu le règlement de cette assemblée, c'est que vous posez une question écrite que vous dites oralement, on répond oralement, mais il n'y a pas de débat derrière. Contact. On nous l'a suffisamment rappelé lors de la dernière mandature. Merci. Alors, je vais me permettre de continuer. Une deuxième question, si vous permettez. Deuxième question sur laquelle nous avions écrit, donc dès mercredi, nous avions abordé en amont de cette
l'éclairage public, et en particulier durant la saison froide, et qui nous apparaissait nécessaire de prendre en considération. Et lors de la campagne, vous aviez pris l'engagement de restaurer un éclairage public conciliant à la fois les besoins liés aux mobilités et en même temps à la préservation de la biodiversité. Et c'est ce qui d'ailleurs a fait l'objet de notre question écrite, à savoir de vous demander de nous préciser les orientations retenues et les modalités de mise en œuvre envisagées pour tenir cet engagement aujourd'hui, puisque c'est dans votre projet, c'était une des priorités que vous aviez l'intention de mettre en œuvre immédiatement. Merci, monsieur le maire. Merci. Donc, je vais pouvoir répondre à cette question. Oui, effectivement, comme vous le soulignez, cette question de l'éclairage public, la préservation de la biodiversité ou la trame noire, hein, il faut trouver un juste compromis entre cette préservation de biodiversité, cette sécurité, on pense en particulier, puisque comme vous le savez et comme le disent les assureurs, 80% des vols ont lieu le jour et non pas la nuit. Donc ça, c'est un point qu'il faut rappeler quand même à chaque fois. Mais c'est descendre d'un trottoir quand on sort d'une salle de réunion, d'une salle de spectacle, d'une activité. Donc ça, c'est un point qu'il faut prendre en considération. Et puis le dernier point aussi, non négligeable, ce sont les économies d'énergie associées à l'extinction des éclairages la nuit. Donc nous avons bien pris en compte ce dossier et nous avons commencé à travailler dessus. Donc la première chose que nous avons réalisée, c'est de prendre contact avec le SDE 35 qui, comme vous le savez, gère l'éclairage public, afin de faire évoluer cette gestion. Donc nous avons un rendez-vous avec le directeur des services techniques le 4 juin et nous aborderons différents points. Le premier, c'est le fonctionnement actuel, puisqu'on se rend compte qu'il y a des difficultés, il y a des problèmes, il y a des améliorations possibles. On regardera aussi, on travaillera sur l'évolution de la qualité d'éclairage, l'éclairage LED par exemple, qui aura d'abord d'un point de vue coût énergétique sera moindre, là où ça n'existe pas, et puis aussi sur les techniques qui peuvent être mises en œuvre pour gérer les périodes d'éclairage, que ce soit des détecteurs ou que ce soit l'usage d'une application qui permettrait d'allumer une partie des rues. Donc ça, ce sont des points que nous allons étudier, et bien évidemment, par rapport à cette faisabilité, nous serons soucieux aussi, bien sûr, du coût que cela représente, puisqu'on ne va pas dire qu'on va remplacer tout par des lampadaires qui s'éteignent et qui s'allument quand l'on passe, puisque l'on sait bien que ce coût va être énorme et non concevable. Donc ce travail sera mené en étroite concertation avec le directeur des services techniques, et nous avons la chance d'avoir un nouveau directeur de services techniques qui a mis cela en place là où il était avant. Avec entre autres des expériences justement sur l'utilisation de détecteurs ou l'usage d'une application. Donc là, on a tout un travail que l'on va faire avec lui. Et le dernier point qui tombe bien, c'est aussi, nous pensons, un travail pédagogique qu'il est nécessaire de faire, c'est-à-dire de montrer aussi l'intérêt pour la biodiversité, parce que là j'ai parlé d'économie d'énergie, j'ai parlé de sécurité, mais il y a aussi bien sûr la protection de la biodiversité. Et comme vous le savez, puisque nous avons diffusé l'information, cette année, cette fête de la biodiversité est consacrée à la biodiversité la nuit. Et d'ailleurs, vous êtes tous invités le 29 mai à venir y participer. Pour rappel, il y aura une sortie nocturne qui permettra aux uns et aux autres de découvrir cette biodiversité de nuit. Et on pense que ça fait partie des éléments importants que de comprendre aussi tout l'intérêt de l'extinction de ces lumières. Et donc, comme je vous le disais précédemment, des méthodes que nous pourrons mettre en place pour répondre aux exigences ou aux objectifs que nous avions pu exprimer lors de la campagne municipale. Donc comme vous le voyez, finalement en assez peu de temps, on a quand même bien avancé sur le dossier. Et je pense que courant septembre, on aura des réponses. Vous pourrez reposer la question, on amènera les réponses sur les choix qui seront menés et en fonction des moyens, bien sûr, qu'il faudra mettre en place pour répondre à ces choix. Bien, je crois qu'il y a d'autres. C'est tout pour ensemble, pour me laisser. Oui, donc je vais poser une question écrite du coup, qui concernait les locaux sportifs de la Jeannet, puisqu'il y a eu une intrusion au début du mois et qui s'est concrétisée par des dégâts matériels sur du bâtiment. Donc heureusement qu'il n'y a pas eu de vol pour l'association de rugby qui l'occupe. Pour autant, le club attend depuis un certain temps des réponses sur la réhabilitation des locaux communaux qui sont mis à leur disposition.
dont les conditions de sécurité ne sont plus adaptées aux usages. Donc nous souhaiterions savoir si des travaux sont prévus au budget cette année pour répondre aux besoins exprimés par l'association. Si oui, pouvez-vous nous les préciser et dans quel délai de réalisation? Merci. Merci Monsieur Leroc. Donc le projet d'extension et de rénovation des locaux du rugby a été confié au directeur des services techniques dès son arrivée le 1er avril dernier, en lui précisant bien que ce dossier était traité en priorité car des subventions allaient tomber en fin d'année. Une analyse de ce dossier par ses soins a rapidement démontré que l'enveloppe financière estimée en 2024 était insuffisante pour réaliser le projet tel que prévu initialement et que la construction d'un clubhouse sur le site du Champ-Courtin n'était pas réalisable. Le président du club a été informé de cette situation lors d'une rencontre qui s'est tenue en ma présence et celle de Jean-François Cantet le 14 avril dernier sur le site de la Jeannet. La collectivité s'est ensuite fait confirmer par l'Agence nationale du sport que cette révision du projet n'avait pas pour effet de remettre en cause le versement de la subvention attribuée initialement. Réponse lui a été apportée que non, mais qu'elle serait réduite à 40% faute de réaliser le clubhouse. Bien que le reste à charge pour la collectivité ait par conséquent augmenté, les élus ont confirmé la réalisation du projet sans le clubhouse. Le programme des travaux qui constitue pour partie le dossier de consultation permettant de recruter un maître d'œuvre pour ce projet est en cours de finalisation. Un rendez-vous est d'ailleurs prévu ce mercredi entre le président du club et le directeur des services techniques afin de finaliser les derniers détails. Le temps de mener les études et la consultation des entreprises, les marchés de travaux devraient être notifiés sur la deuxième quinzaine du mois d'octobre, soit avant la date du 12 novembre 2026 fixée par l'Agence nationale du sport. Et donc les travaux pourront être réalisés sur le premier semestre 2027. Madame Birol. Monsieur le maire, mais quand même avant, je voudrais revenir sur votre petite pique de tout à l'heure. Si vous souhaitez que nous remettions en place les modalités de conversation que nous avons eues pendant 6 ans avec l'opposition, je vous annonce immédiatement que je n'en ferai pas partie, mais que je trouve très désolant, dans une instance comme celle-ci, d'être obligé de le rappeler. Voilà. Madame Birol, je rappelais, il n'y a aucune polémique à avoir. Si, je rappelais je rappelais juste un détail du règlement intérieur. Non, vous ne rappeliez pas un détail du règlement intérieur, monsieur le maire. Vous faisiez état à des événements précédents dont le contexte était insupportable, auquel aucun de vos élus à l'époque n'avait pris part en termes de protestation. J'ai eu l'occasion de dire combien je regrettais ce fait. Je ne pensais pas avoir besoin de le dire publiquement, mais je suis désolée, monsieur le maire, je ne peux pas laisser passer ce que vous venez de dire. Ça n'est pas une polémique, c'est juste un rappel de moments extrêmement pénibles pour toute l'Assemblée, que je ne souhaite vraiment pas voir ici s'installer. Voilà. Et je n'irai pas plus loin, je ne pense pas que ça mérite d'aller plus loin, mais je tenais à le rappeler, compte tenu de ce que nous avons les uns et les autres enduré dans cette période-là, et je regrette vraiment que nous ayons eu à l'endurer. Maintenant, je pose ma question. Allez-y. À la suite d'un dépôt d'un recours gracieux rejeté de manière implicite et par requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 30 octobre 2023, la commune de Melesse a demandé au tribunal administratif de bien vouloir annuler l'arrêté en date du 17 avril 2023 établissant la non-éligibilité de la commune de Melesse à la dotation de solidarité rurale Bourg-Centre. Cette décision était motivée par l'intégration de la commune de Melesse à l'unité urbaine de Rennes du fait de la continuité établie par l'INSEE entre son territoire et celui de Saint-Grégoire. Lors de la venue à Melesse de Madame Gattel, alors ministre déléguée chargée de la ruralité, le 16 novembre 2024, à l'occasion de l'inauguration du multi-accueil de la CCVIA rue d'Anguera, Monsieur Jaouen, alors maire de Melesse, et je suis désolée, avec un seul N et pas deux, tel que je vous ai envoyé l'écrit, mais ça personne ne le sait, mais moi je l'ai vu après coup, lui avait remis, donc Monsieur Jaouen avait remis à Madame Gattel une note de synthèse sur cette situation et avait sollicité sa
sa vigilance sur ce dossier. Madame Gattel, actuellement ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, a visité notre commune au mois d'avril dernier, le 3 avril dernier. Aussi, bien qu'il soit en attente d'une décision judiciaire, ce dossier sensible pour notre commune a-t-il pu être réévoqué avec la ministre à cette occasion? Monsieur le maire ou l'adjoint en charge, je vous laisse le soin, monsieur le maire, d'apporter une réponse ou de la transmettre. Ce dossier alors monsieur le maire ou son adjoint peut-il nous indiquer où en est ce dossier actuellement? Donc, la clôture de l'instruction du dossier a eu lieu le 6 janvier 2025. Le tribunal administratif de Rennes a prévu un enrôlement, c'est-à-dire saisir la juridiction de celui-ci au premier semestre 2026. Cependant, je n'ai pas encore eu de nouvelles de l'avocat de la collectivité pour la préparation de l'audience. Il n'est donc pas certain que l'audience ait lieu prochainement. Lors de la visite de Madame la ministre, début avril, je vous informe avoir échangé de ce dossier avec elle sans que cela puisse interférer dans les affaires traitées par le juge. Voilà, nous arrivons au terme de ce conseil municipal. Je vous remercie et je lève la séance.